Merci pour votre venue, pour cette petite réunion de section, dans le cadre de cette campagne législative. On a fait une réunion la semaine dernière à Saint-Nazaire pour lancer la campagne, qui est une campagne, je dirais, qui n'intéresse pas forcément les Français, parce qu'ils ont été finalement, pendant des mois, pris par l'élection présidentielle, qui est un peu la mère des batailles. Mais cette élection législative qu'on mène au Rassemblement national avec 577 candidats dans toute la France, c'est très important pour nous parce que ça va nous permettre d'avoir des députés dans toute la France pour proposer des lois, pour discuter des lois, proposer des amendements et avoir, nous l'espérons, un groupe parlementaire à l'Assemblée. Nous avons pour l'instant 7 députés au Rassemblement national à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire, ça n'est pas en rapport avec notre force électorale réelle. Enfin, la force qu'on avait en 2017, naturellement. En 2017, nous avons fait 11 millions de voix à l'élection présidentielle. 11-12 millions. Et 7 députés au final. Alors que certaines forces politiques ont des dizaines de députés et ont fait des scores à un chiffre. Alors, ce que nous souhaitons à ces élections législatives de 2022, c'est augmenter notre nombre de voix, augmenter notre nombre de sièges et enfin avoir ce groupe à l'Assemblée nationale qui nous permettrait d'avoir une manière d'influencer davantage les débats, d'avoir des moyens supplémentaires, d'avoir la possibilité de s'exprimer sur la télévision publique, parce que les groupes parlementaires, ils ont cette capacité. Donc c'est à cela que nous travaillons depuis presque 15 jours maintenant, depuis le second tour de l'élection présidentielle, à avoir des députés, ici dans la 8e circonscription de la Loire-Atlantique, ne pas réélire la députée sortante, qui est une macroniste, comme dans tout le département, il y a que des macronistes dans le département. Madame Dufeu, pour ceux qui la connaissent. Oui. Benoît la connaît bien. Madame Dufeu, qui est la représentante locale du parti macroniste. C'est notre principal adversaire. C'est d'habitude, on ne cite pas ses adversaires. C'est notre principal adversaire sur la 8e circonscription. Et en face de nous, nous devrions avoir, mais nous n'aurons pas tout à fait une gauche unie. Vous avez sans doute vu dans les actualités ces derniers jours que la gauche, à toute vitesse, là, est en train d'unir ses forces autour des mélenchonistes, les écologistes, les socialistes. Bon, ici, dans la 8e circonscription, nous aurons à la fois un candidat insoumis qui est, disons le mot, un candidat parachuté, puisqu'il vient du Mans. C'est pas un Nazérien de souche, c'est pas un Briron, c'est pas... Et comme le dit Benoît, il est ni Nazérien ni de la Loire-Atlantique. Nous aurons donc ce monsieur, qui est un insoumis parachuté, et nous aurons le candidat du Parti socialiste, qui est un adjoint au maire de Saint-Nazaire, qui tout de même se maintient. Donc la gauche n'est pas tout à fait unie ici, et je pense que ça nous donnera une facilité pour être au second tour, que nous n'aurions pas forcément pu avoir si la gauche était complètement unie. Peu importe les adversaires, de toute façon, on va à la bataille comme on est allé il y a 5 ans, sans se soucier des adversaires. Peut-être pas très nombreux dans nos réunions publiques, mais à la fin. Comme je l'ai dit la dernière fois, ça fait 8 millions de voix d'abord et 13 millions ensuite. C'est pas nous qui pleurons parce qu'il nous manque 400 000 voix pour être au second tour. Ça, c'est Jean-Luc Mélenchon. C'est pas nous qui pleurons parce qu'on a fait un score à un chiffre comme Mme Pécresse ou M. Jadot. Nous avons 13 millions de voix à notre actif. Il n'y a aucune raison qu'on ne soit pas, je ne vais pas dire orgueilleux, mais ça doit nous pousser tout de même à nous mobiliser encore davantage pour cette élection législative, qui est véritablement le 3e tour de cette élection présidentielle. Ce n'est pas qu'un slogan de dire ça. Il y a vraiment l'idée que c'est donner un premier avertissement à Macron, finalement. M. Macron a gagné cette élection avec 58% des voix. C'est tout de même, c'est pas un plébiscite comme il y a 5 ans. Et encore, il y a 5 ans, et comme maintenant, c'était plus un vote contre quelque chose qu'un vote pour. Mais M. Macron a vu ses voix s'amenuiser tout de même en 5 ans, parce qu'il y a eu des choix politiques qui n'ont pas plu aux Français,
sur la question des gilets jaunes, sur la question du... Tu peux t'asseoir, hein, sur la question du Covid. Ces choix, naturellement, ont été sanctionnés par les Français qui, tout de même, ont failli ne pas reconduire M. Macron. Enfin, il a eu fait 8 points de plus que les 50%, mais on s'est demandé pendant un temps s'il n'allait pas faire un peu moins. Je pense qu'ici, en Loire-Atlantique, nous pouvons battre les députés macronistes, faire en sorte qu'ils ne soient pas reconduits à l'issue du second tour. Nous avons des bonnes perspectives dans différentes circonscriptions, ici dans la 8e, et dans une ville comme Montoire de Bretagne, où nous nous réunissons aujourd'hui. Dans la 7e circonscription, nous irons faire campagne samedi prochain. Dans la 8e circonscription, nous avons fait 20%, Marine a fait 20% au premier tour. Dans la 7e, elle en a fait 21%. Dans la 9e, qui est le Pays de Ré, elle en a fait 22%. Et je t'ai dit, dans la 6e circonscription, Châteaubriand, Guémené, Blain, tous ces secteurs-là, on est à 24% au premier tour. Donc, ce sont des scores qu'on n'a jamais fait avant. Dans ces 3 circonscriptions que j'ai citées, la 6e, la 9e, la 7e, nous sommes en 2e position maintenant. C'est-à-dire que nous sommes challengers de Macron, ce que nous n'étions pas en 2017, naturellement. Donc ça veut dire qu'on a progressé depuis 5 ans et qu'on est véritablement en capacité d'emporter dans différentes circonscriptions. On a pris combien de points depuis En 5 ans, en Loire-Atlantique, on a pris 4 points. On a pris 3 points et demi, pour être honnête. 3 points et demi. Dans une ville comme Montoire, on a pris 6 points. Dans une ville comme Donge, on en a pris 7. Saint-Joachim, Montoire. À Saint-Joachim, oui. Communiste. Petit rappel des scores d'ailleurs. À Donge, nous avons fait 54% des voix, comme je l'ai expliqué lors de la dernière réunion. Ici à Montoire, 51% au deuxième tour, oui, c'est ça. À peu près 31% au premier tour, 51% au deuxième tour. Si l'élection au niveau national avait eu lieu dans la ville de Montoire, si je puis dire, enfin si le résultat de Montoire était le résultat national, Marine Le Pen aurait été élue. Montoire 51% et à Bellevue, plus précisément, 56% des voix. Vous avez peut-être vu qu'à l'entrée de cette salle, il y a l'affichage des résultats électoraux. Tout simplement parce que cette salle polyvalente, qui est la salle des fêtes, où on fait les vœux, on fait les spectacles de fin d'année, c'est aussi la salle où tous les 5 ans, et tous les ans ou presque, il y a des opérations électorales. Ici, c'est le bureau de vote de Bellevue. Et bien dans ce bureau de vote, nous avons fait 56% des suffrages exprimés au second tour, c'est-à-dire qu'Emmanuel Macron a rassemblé 348 suffrages et Marine Le Pen 437. Ici, dans ce bureau, le dimanche 24 avril. Toute la France n'est pas à Bellevue, toute la France n'est pas à Montoire de Bretagne. Au premier tour, on était premier aussi. Mais au second tour, on l'a remporté ici, dans ce bureau, avec 56% des voix et 51% dans la commune. Je vous ai dit qu'à Donge, on avait fait 54%, mais en réalité, dans le bureau de la Pommeraye, qui est cette partie de Donge assez rurale au nord de Donge, on est à 61% dans ce bureau. Ça montre quand même qu'il y a une cristallisation d'un certain nombre de phénomènes. Je pense que la crise des Gilets jaunes, il y a 3 ans, a dû inciter un certain nombre de personnes à aller voter RN, plutôt que s'abstenir, ou plutôt que continuer à voter Macron bêtement, aveuglément. Je pense qu'un certain nombre d'habitants de Donge, de Montoire, ont vu que M. Macron n'allait pas dans le sens de leurs intérêts, que ça n'était pas le président de la sécurité, ça n'était pas le président qui défendait les classes moyennes, ça n'était pas le président qui leur permettait de vivre avec une énergie à un prix abordable, sans qu'il y ait constamment, et on ne sait pas trop pourquoi d'ailleurs, des hausses de prix, de l'essence, du chauffage, du gaz. On nous dit que c'est l'Ukraine, comme le dit Benoît, mais moi je pense que c'est en tout petit parti vrai, un petit peu vrai, mais que c'est surtout une excuse parce que ces prix si hauts que nous avons concernant le carburant, c'est avant tout une surtaxation de l'État, c'est avant tout la TICPE, c'est avant tout la TVA sur l'essence, qui est à un prix normal, qui est à un taux normal, 20%, mais qui n'est pas ce qu'elle pourrait être. Nous sommes, par exemple, pour une TVA à 5,5% sur l'essence,
Et pourquoi? Parce que nous considérons l'essence pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un bien de première nécessité pour des millions de Français qui ont besoin de leur voiture pour leurs déplacements professionnels, pour leurs déplacements de loisirs, pour leurs déplacements familiaux, surtout s'ils vivent en zone rurale. Peut-être qu'ici, encore à Bellevue, on peut faire les choses à pied avec quelques commerces de proximité, une agence postale, des services municipaux. Peut-être que c'est gérable à pied. Mais si on va un peu plus dans les parties rurales de Montoire, si l'on va dans les parties rurales de Donge, si l'on va dans certaines parties rurales de Saint-Nazaire, il est évident qu'on ne peut pas tellement fonctionner à pied et qu'il n'y a pas forcément les transports publics à volonté qui permettent à certains publics, notamment les publics les plus âgés, d'être autonomes dans leurs déplacements. Donc il faut la voiture. Donc il ne faut pas avoir cette surtaxation de l'essence qui rende la voiture pratiquement quelque chose du domaine d'un luxe maintenant. C'est plus qu'un luxe, c'est même. C'est plus qu'un luxe pour certains qui ont renoncé à la voiture. Et c'est un des sujets qu'a mis en avant Marine durant cette campagne. On lui a dit, certains lui ont dit, certains candidats lui ont dit que ce n'était pas au niveau d'avoir un programme, des interventions télévisées, des déplacements de campagne sur le thème de l'essence, du pouvoir d'achat, du coût de l'énergie. Mais nous disons que c'est une question qui est devenue importante. La question du portefeuille des Français est devenue importante. Les Gilets jaunes ont montré cela depuis 3 ans. Et avec la hausse du coût de l'énergie depuis ces derniers mois, ce sont des choses qui se sont aggravées, naturellement. Rien que ce matin, juste pour faire un sac, 69 €. Je vois l'augmentation de la bouffe. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Oui, et quand on voit l'augmentation de l'huile, d'un certain nombre de produits, maintenant on nous dit peut-être demain pénurie de papier toilette, on pourrait prendre ça à la rigolade, mais il y a vraiment des produits qui vont être soit en pénurie, soit de plus en plus chers dans les jours et les semaines. Ça n'est pas entièrement lié au contexte international, c'est aussi lié au fait que l'État ne prend pas un certain nombre de mesures qui seraient essentielles, peut-être pour bloquer certains prix, peut-être pour mettre une TVA ajustée sur certains prix. Ça montre un certain nombre de dysfonctionnements qui n'auraient pas lieu si Marine Le Pen était aux commandes depuis ces derniers jours. Les pâtes ont pris 5%. 5%. Les pâtes ont pris 5%. Les pâtes, le riz, ils sont à 2 €. la semoule, enfin il y a tout un tas d'aliments qui sont en pénurie en ce moment, soit on voit leur prix augmenter, généralement les deux d'ailleurs. Donc je ne dis pas que c'est un grand sujet de cette campagne législative et campagne présidentielle, mais tout de même, le coût de la vie, le renchérissement du coût de la vie, le renchérissement des loyers, le renchérissement de l'énergie, le renchérissement des loyers qui fait que les habitants des métropoles quittent les métropoles, par exemple, ils vont dans des quartiers pavillonnaires de villes périurbaines où ils pensent d'ailleurs quitter l'insécurité, et parfois ils retrouvent l'insécurité qu'ils ont quittée dans les centres-villes. Parce qu'il y a aussi un certain nombre de publics que nous n'avons pas souhaité en France qui arrivent. Bref, nous avons un renchérissement de la vie en France qui pénalisait déjà depuis plusieurs années les catégories populaires et qui pénalise maintenant, qui maintenant commence à pénaliser les classes moyennes qui étaient un petit peu l'électorat naturel de M. Macron, qui se rendent compte que la politique de M. Macron n'est pas tant dans le sens de leurs intérêts que ça, et que la seule candidate qui défendait les intérêts des classes moyennes et des catégories populaires dans cette élection, c'était véritablement Marine Le Pen. Parce que c'est la seule qui leur a parlé un langage de franchise. Alors, à la fois leur parler des enjeux internationaux, des enjeux graves, sur les questions d'immigration, d'identité, de rapport à notre souveraineté, de rapport à l'islam, et puis des enjeux un peu plus quotidiens, prosaïques, sur le coût de la vie, sur la manière dont Marine Le Pen, propose de baisser un certain nombre de taxes, de rendre les carburants plus accessibles. Marine Le Pen nous a parlé, peuple français, à travers ces deux dimensions-là. Les enjeux un peu régaliens, on peut dire, les enjeux qui sont liés aux problématiques de l'État, de souveraineté, d'identité, et puis les enjeux du quotidien, qui sont liés au coût de la vie. Et il y a certains candidats qui ont complètement oublié cette dimension, le fait que la France, c'est aussi les Français, c'est donc aussi les Français les plus modestes, les plus fragiles, ceux qui, au quotidien, travaillent le plus et ne sont pas toujours les mieux rétribués, tant ils payent d'impôts, y compris d'impôts indirects, par exemple, les taxes qu'ils payent sur le pétrole, sur le gaz,
sur l'électricité avec ce qui s'appelle par exemple la CSPE, contribution sur le service public de l'électricité, que nous proposions de baisser de 50%. Bref, Marine Le Pen a parlé non seulement à la France, mais aussi aux Français, et surtout aux Français les plus modestes. Et c'est aussi à ces Français-là que nous parlons, nous, candidats du Rassemblement national aux élections législatives. C'est à eux que nous parlerons dans cette élection législative, dans les 13 communes qui composent notre 8e circonscription, c'est-à-dire Saint-Nazaire, Trignac, Montoire de Bretagne, où nous nous trouvons ici dans la salle Jean Moulin, à Donge, à Saint-Malo-de-Garsac, à Prinquiau, à Quilly, Lavaux-sur-Loire, Cambon, Savenay, Malville. Saint-Joachim, c'est à côté, mais bref, les communes de notre circonscription, ce seront les sujets que nous défendrons dans les communes de notre circonscription, à la fois les grands sujets régaliens et puis les sujets du quotidien, comme l'a fait Marine Le Pen durant sa campagne présidentielle. Et nous avons bon espoir non seulement de figurer au second tour de l'élection, parce que nous avons fait 20%, Marine Le Pen a fait 20% des voix au premier tour dans cette 8e circonscription, et nous avons bon espoir de gagner, même si la marche sera haute, parce qu'il faudrait faire 50% plus une voix, et que nous avons encore quelques points à rattraper si nous parvenons à être au second tour. Ici, notre principal adversaire, la candidate macroniste, va probablement perdre des voix, et la gauche, encore une fois, n'est pas si unique que ça, donc nous pouvons à la fois tirer parti de leur faiblesse, et puis nous avons aussi à montrer notre force par notre militantisme, par des tracts que nous diffuserons dans les prochains jours. Nous allons sortir un tract de 2 pages dans les prochains jours, après il y aura un 4 pages qui sera dans toutes les boîtes de la circonscription, les 70 000 boîtes de la circonscription. Ça va nous permettre de présenter les enjeux. Des gens nous ont rejoints dans cette fin de campagne présidentielle et dans ce début de campagne législative, qui n'étaient pas forcément tout issus du Rassemblement national à l'origine, qui étaient parfois plus ou moins sympathisants de Marine Le Pen, qui n'avaient pas forcément osé franchir le pas. Je dirais que Valérie représente un petit peu ça, puisque Valérie était anciennement membre adhérente d'une formation qu'on appelle les Patriotes, qui était le parti de Florian Philippot, qui était avant Rassemblement national, qui était avant au Front national, qui maintenant n'est plus au Front national. Nous arrivons, je crois, plus qu'avant, à rassembler des gens qui viennent d'horizons différents, d'horizons politiques différents, et qui conçoivent que Marine Le Pen et le Rassemblement national est aujourd'hui la grande formation de rassemblement des patriotes au sens large, des patriotes, des nationaux, de ceux qui croient que la patrie est quelque chose d'important, qui mettent la patrie comme priorité en quelque sorte. Nous arrivons à rassembler des gens qui avant n'étaient pas forcément sur notre ligne, et qui, ayant vu le score de Marine Le Pen au premier tour de l'élection présidentielle, 23% des suffrages quand même, plus de 8 millions des voix, et 13 millions ensuite, se disent que Marine Le Pen, plus que d'autres candidats qui peuvent se revendiquer comme patriotes, comme les candidats nationaux, ces gens qui nous rejoignent voient que Marine Le Pen est véritablement la candidate du rassemblement. C'est ce pourquoi, sur une question comme les alliances, qui n'intéresse pas tant les électeurs que ça, je pense, mais qui intéresse en revanche les médias, notamment les médias télévisés, nous avons dit que nous partirons seuls sous la bannière Rassemblement national, parce que nous avons la force pour être dans des seconds tours, dans, je crois, 170 circonscriptions, et gagner plusieurs dizaines de députés, avoir un groupe de députés à la clé. Combien le RN va présenter d'élus? Dans toute la France, on va présenter 577 candidats, dans toutes les circonscriptions finalement. Ou peut-être 575, s'il y a ça et là peut-être des arrangements. Je ne sais pas si par exemple on va présenter quelqu'un devant M. Dupont-Aignan. Peut-être que la courtoisie voudrait que, puisqu'on est sûr qu'il va gagner de toute manière, et que c'est un allié finalement, même s'il ne le sait pas toujours et qu'il n'est pas toujours très gentil avec nous, c'est quand même quelqu'un qui est plutôt un allié, M. Dupont-Aignan. Et on ne peut pas dire qu'il ne soit pas patriote. Alors on aura 570 et des brouettes, ou 577. Comment? Il n'a jamais dit du mal du Bon, parfois, il n'a pas été très temps, mais par rapport à certains qui parfois se disent proches de nous et sollicitent des alliances, c'est sûr qu'il était beaucoup plus correct. Voilà. Donc nous partirons seuls à cette... En tout cas, nous partirons, nous, Rassemblement national, seuls à cette
dans cette campagne. Mais finalement, nous pensons que nous sommes en nous-mêmes un rassemblement des nationaux. C'est notre nom, Rassemblement national. Nous pensons que nous sommes en nous-mêmes un rassemblement des nationaux et des patriotes, qui soient de droite, parce que c'est l'image qu'on peut avoir du RN, encore que nous soyons au-delà de la droite et de la gauche, que ce soit des patriotes de droite, de gauche, des patriotes qui n'aient pas forcément fait de la politique auparavant, des patriotes qui ont pu être abstentionnistes auparavant, c'est-à-dire qui ont pu être dégoûtés de la politique, ou qui se sont dit à un moment de leur vie, la politique n'est pas ou n'est plus faite pour moi, Ce rassemblement national que nous incarnons, puisque c'est notre nom, RN, c'est, je crois, notre force. On n'a pas forcément besoin de se coaliser avec des partis plus petits que nous, qui peut-être dénatureraient notre message. C'est un peu ce que fait la gauche, en revanche, de son côté, en ce moment. Puisque si vous regardez les tractations qu'il y a eu depuis ces derniers jours, c'est essentiellement M. Mélenchon et son Union populaire, ce qu'on appelle l'Union populaire maintenant, la France insoumise auparavant, qui est en train de se coaliser avec Europe Écologie Les Verts, avec le Parti Socialiste, avec le Parti Communiste. Alors que sur certains sujets fondamentaux, ils ne sont pas d'accord. M. Mélenchon et les Verts ont une même vision du nucléaire, par exemple, c'est-à-dire le rejet du nucléaire, finalement. Les Verts sont pour la fin du nucléaire quasiment tout de suite, et les mélenchonistes, c'est peut-être une fin un peu plus progressive, mais ils ne sont pas d'accord avec les communistes, parce qu'ils sont un peu l'électorat communiste, un peu productiviste, donc il est attaché au nucléaire. C'est quelque chose que nous partageons d'ailleurs. Mélenchonistes, Verts et communistes ne sont pas d'accord sur le nucléaire. Ils ne sont pas d'accord sur leur rapport aux institutions européennes. Les communistes et les insoumis sont tout de même assez anti-européens. Les Verts sont extrêmement pro-européens. Ils sont presque fédéralistes pour certains. Donc là aussi, on voit qu'il n'y a pas les mêmes idées. Et dans tout un tas de domaines, en réalité, les Verts, les insoumis, les communistes, les socialistes ne s'entendent pas. On peut se demander si cette alliance qui se fait jour en ce moment, cette grande union populaire, paraît-il, n'est pas simplement une union pour avoir des places. C'est essentiellement ça, même. En fait, je pose une question dont je connais la réponse, en réalité. Tout le monde ici connaît la réponse. Il y a une histoire de place, et M. Mélenchon nous dit qu'il veut être Premier ministre. Bonsoir, c'est-à-dire. Naturellement, personne ne croit à cette fadaise. M. Mélenchon ne sera pas Premier ministre. Mais il cherche à avoir des places. Il cherche à répartir les places entre lui et ses différents petits copains. Voilà. Je pense qu'il ment ses électeurs lorsqu'il dit qu'il peut être Premier ministre. Alors, il n'y a pas une majorité de Français qui veut que Mélenchon soit Premier ministre. Il n'y a pas une majorité de Français qui veut qu'il y ait une majorité parlementaire France Insoumise à l'Assemblée nationale. Je pense que ça nous ferait tous horreur ici si demain le Premier ministre serait une espèce de... C'est un ancien trotskiste, M. Mélenchon, il faut dire les choses. C'est quelqu'un qui est un gauchiste, qui a des complaisances vis-à-vis d'un certain islam politique. Bref, c'est tout ce que nous avons en horreur. C'est aussi quelqu'un qui, économiquement, se demande si parfois il n'est pas un peu décroissant. Bref, c'est vraiment tout ce que nous avons en horreur. Mais je ne pense pas pour autant que ça arrivera, parce que la logique voudrait que hélas, la majorité présidentielle soit plus faible, mais reconduite. Donc nous allons travailler à ce que nous ayons beaucoup de députés du RN, à ce que les députés mélenchonistes, écologistes, socialistes soient le moins nombreux possible. Mais nous avons beaucoup de Français encore à convaincre si nous voulons avoir ces quelques dizaines de députés que nous mériterions si l'on regarde les scores que l'on a fait à cette dernière élection et aux élections de 2017. Parce que finalement, combien, par exemple, selon vous, de députés ont eu pour vous donner un ordre de grandeur? Nous avons eu 7 députés pour 11 millions de voix la dernière fois. Combien de députés, selon vous, ont eu les mélenchonistes à la dernière élection? Pas 0, mais ils en ont eu 17 quand même. C'est-à-dire que nous, on a fait 11 millions de voix, on a eu 7 députés. 11 millions, 7 députés. Eux, ils ont fait
7 millions de voix, c'est-à-dire 4 millions de moins, ils ont 10 députés de plus. Les socialistes, combien ont-ils eu de députés? Est-ce que vous avez un ordre d'idée de ça? Le Parti socialiste? Les partis socialistes? Non, au niveau national. En député en ce moment? En 2017, ouais. 2017? Ouais. Je sais pas... 50. À peu près 50, oui, je crois 45 à peu près. 45 députés socialistes après avoir fait 6% à l'élection présidentielle. Hein? C'est-à-dire que nous, on a fait 34 pour avoir 7 députés, ils font 6 pour en avoir 45. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'élection, parce qu'il n'y a pas, encore une fois, l'élection à la proportionnelle. C'est un des sujets que nous défendrons dans cette campagne. Le fait qu'il y ait, ça sera trop tard pour ces élections de 2022, elles ne seront pas à la proportionnelle, mais nous souhaitons qu'en 2027, il y ait un scrutin proportionnel. Que lorsque, dans un département, 10% des électeurs votent pour une liste qui représente un parti, une liste de candidats qui représente un parti ou une coalition de partis, lorsqu'il y a 10%, eh bien ça donne 10%. Que 10% ne donne pas 0. Qu'il ne faille pas parfois qu'on ait 49% de voix pour avoir 0, parce que c'est au scrutin majoritaire. Il faut gagner avec 50% plus une voix. Cette injustice du scrutin majoritaire qui favorise toujours les grands notables de gauche, les grands notables de droite, des élus qui sont très enracinés mais qui ne sont pas forcément des députés très efficaces. Cette logique du scrutin majoritaire, nous voulons y mettre un terme et la remplacer par un scrutin proportionnel. Parce que si nous avions le scrutin proportionnel, avec le vote comme des villes, avec le vote de villes comme Montoire de Bretagne, ici, comme Trignac, comme Donge encore plus, et quelques autres villes, en Loire-Atlantique, nous pourrions avoir 1 ou 2 députés à chaque élection législative en Loire-Atlantique. Automatiquement, uniquement en faisant les scores que nous faisons. Tandis que là, les députés que nous pouvons avoir, nous sommes obligés d'aller les chercher après déjà être qualifiés au second tour, et ensuite en gagnant un second tour. Donc c'est quelque chose de très difficile. Et cette proportionnelle que nous demandons ardemment depuis, on en discute parfois avec Alain, depuis 1988, puisqu'elle n'existe plus depuis 1988, cette proportionnelle que nous demandons depuis 35 ans presque 35 ans, le fait qu'elle n'existe pas, ça rend naturellement l'Assemblée beaucoup moins représentative et donc finalement beaucoup moins démocratique qu'elle ne pourrait être. Ça donne une large majorité à la République en marche actuellement. Ça surreprésente le Parti socialiste, qui n'est plus une force au niveau national pourtant. Ça surreprésente la droite LR, qui n'est pourtant plus une force désormais, et on le sait puisque Valérie Pécresse a fait un piteux 5%. Bref, ça surreprésente des forces qui ne sont plus véritablement des forces, pourtant, au niveau national. Ça fait qu'il y a beaucoup plus de députés de certaines tendances qu'il ne devrait y avoir, et beaucoup moins de députés pour représenter les Français, pas un seul député du FN ou du RN en Loire-Atlantique, ça n'a jamais existé, mais dans les Pays de la Loire, ça n'a jamais existé non plus, et dans tout l'Est de la France, ça n'a jamais existé non plus. Parce qu'il y a cette absence de proportionnel qui fait que notre Assemblée ne représente pas les Français, ne représente pas ici les habitants de la Loire-Atlantique comme elle le devrait. Eh bien, ce sujet, la proportionnelle, il fera partie de nos axes de campagne. C'est quelque chose que nous demanderons et que nous serons, je ne dirais pas plus efficaces à obtenir, mais même si nous serons demain des élus d'opposition, nous dirons à l'Assemblée que, faute de proportionnelle, les Français sont mal représentés et que si Marine Le Pen avait été élue le 24 avril dernier, elle aurait établi la proportionnelle pour ces élections-ci. Pour les élections de 2022, elle aurait changé, elle aurait passé certainement un décret qui, dans l'urgence, aurait changé le système électoral de manière à ce que les élections que nous allons vivre, les 12 et 19, se fassent à la proportionnelle. Je pense que le score que nous avons eu au niveau national, c'est 42%, au niveau local, 51% des voix à Montoire, 56% encore une fois dans ce bureau, là, ici, où on a voté les 10 et 24 avril, où plus de 400 personnes sont venues ici dans la journée déposer dans cette pièce un bulletin pour Marine Le Pen. Ces 437 bulletins Marine Le Pen qui ont été mis dans cette pièce le dimanche 24 avril, ça n'est pas quelque chose qui est voilà, un vote un peu par hasard, un vote
je dirais, comme on dit parfois dans les médias, comment dit-on, un vote protestataire, un vote de protestation, un vote de gens qui seraient des gens rancuniers, mal dans leur peau. Non, je pense que c'est véritablement parce que les Montoirins, comme les habitants de Donge, comme les habitants de Trignac, comme les habitants de certains quartiers de Saint-Nazaire, Barouette, Léan, Herbin, ont beaucoup voté Marine Le Pen parce qu'ils avaient besoin de réponses que les autres candidats ne leur apportaient pas ou leur apportaient mal. Sur la question des retraites, par exemple, je pense que, y compris une partie de l'électorat de gauche du premier tour, s'est dit on ne va pas quand même voter pour Emmanuel Macron qui nous promet la retraite à 65 ans. Alors que Marine Le Pen s'est engagée pour la retraite entre 60 et 62 ans, suivant les statuts. Et on ne va d'autant pas. Et je pense qu'une partie de l'électorat s'est dit on ne va d'autant pas voter Emmanuel Macron qu'il nous promet la retraite à 65 ans, mais que dans les derniers jours de campagne, il a essayé un peu d'amadouer son monde en disant peut-être qu'on va descendre à 64 ans finalement. Et peut-être qu'il y aura un référendum sur les retraites. Bref, ça sentait vraiment un discours pas très honnête pour essayer de récupérer les électeurs, notamment les électeurs de gauche. Et je pense que beaucoup d'électeurs, notamment de gauche, se sont dit on ne va tout de même pas faire confiance à M. Macron sur la question des retraites. C'est bien, on a un petit peu de musique pour accompagner. On ne va pas faire confiance à M. Macron. C'est ton téléphone? On ne va quand même pas faire confiance à M. Macron, mais en revanche, Marine, nous savons ce qu'elle propose, nous savons qu'elle défend, encore une fois, les catégories populaires, les classes moyennes, les petites retraites. Les électeurs savent que Marine Le Pen propose la retraite minimale à 1 050 € par mois, ce dont est incapable de proposer M. Macron, qui a augmenté de 25% la CSG lorsqu'il est arrivé au pouvoir. En 2018, la CSG a augmenté de 25% d'un seul coup. Ça ne se serait pas produit si Marine Le Pen avait été aux commandes, parce qu'elle aurait respecté nos aînés, elle aurait respecté nos retraités. Bref, je pense que les habitants de Montoire, ici, s'ils sont 437 à s'être prononcés pour une candidate contre 348 ici dans ce bureau, c'est en partie sur la question des retraites. C'est aussi en partie, au-delà de l'électorat qui pouvait être de gauche au premier tour et qui s'est mobilisé, ou abstenu d'ailleurs, c'est aussi tous électorats confondus, je pense, sur une question essentielle comme l'immigration, le rapport que nous avons à l'immigration, soit continuer à ouvrir les vannes de l'immigration comme le fait M. Macron depuis 5 ans, en continuant ce qu'avait fait Hollande, en continuant ce qu'avait fait Sarkozy avant lui, en continuant ce qu'avait fait Chirac à double titre, parce que Chirac c'est aussi, rappelez-vous, l'homme du regroupement familial dans les années 70. Il y a deux Chirac en réalité, le Chirac au pouvoir dans les années 90 et celui qui en 74 a permis le regroupement familial, qui permet d'avoir encore plus d'immigrés. Bref, je pense que les habitants de Montoire, ici, ont voté sur une question essentielle comme l'immigration, en considérant qu'il y avait deux choix, soit M. Macron ouvrant les vannes comme ses prédécesseurs, soit Marine Le Pen réduisant drastiquement les flux migratoires, c'est-à-dire disant que demain, les flux migratoires sont réduits de 90% à très court terme, dans les mois à venir, qu'on arrête cette immigration massive, qui n'est maintenant plus une immigration de travail. On ne peut plus faire croire aux gens que c'est une immigration de travail, comme il y avait eu durant les 30 Glorieuses, une immigration notamment de travailleurs dans le bâtiment, les travaux publics. Cette immigration dont les médias nous expliquent que les immigrés qui l'ont composée ont presque construit la France, comme s'il n'y avait pas eu de France avant. C'est venu cette immigration des années 50, 60, 70, qui ont effectivement, dans les années 50, participé en partie à la reconstruction de la France, mais qui, la France leur préexistait, évidemment. C'est le fait d'entendre ces choses-là dans les médias, c'est vraiment quelque chose de révoltant. Mais bon. L'immigration que nous avons aujourd'hui, on ne peut plus dire que c'est une immigration de travail, en tout cas très minoritairement. C'est très clairement devenu une immigration de remplacement, une immigration de peuplement. On se demande si elle n'est pas une immigration de remplacement. Cette submersion migratoire qui est absolument ingérable, qui est inassimilable, c'est impossible maintenant de procéder, d'avoir une quelconque assimilation républicaine, comme on disait au XIXe siècle, au XXe siècle, jusque dans les années 70. On assimilait les immigrés, parce qu'il y en avait peu.
et qu'ils n'étaient pas étaient souvent de culture européenne. L'immigration actuelle n'a plus rien à voir avec cela. C'est une immigration excessive, c'est une immigration qui n'est plus une immigration de travail, c'est une immigration de peuplement, c'est une immigration qui remplace notre peuple et qui amène et qui charrie avec elle un certain nombre de problèmes et de phénomènes, l'islamisation de nos banlieues, l'islamisation y compris de quartiers, de villes moyennes, et puis une insécurité physique, délinquance, criminalité, cambriolage, viol, et une insécurité physique et une insécurité culturelle. Le fait pour les Français de se sentir de moins en moins Français en France. Le fait pour les Français de se sentir de moins en moins chez eux en France. C'est cela l'immigration, telle que nous l'avons depuis des décennies, mais plus encore depuis ces 5 dernières années avec M. Macron. Alors je pense véritablement qu'une grande partie je ressors le chiffre, des 437 personnes qui dans ce bureau de vote, ici à Bellevue, ont voté pour Marine Le Pen le 24 avril, une grande partie de ces 437 Montoirins l'ont fait sur un sujet comme l'immigration. Parce que peut-être qu'à Montoire, ils n'ont pas énormément de problèmes, mais dans des quartiers de Saint-Nazaire, pas très loin d'ici, dans certains, même dans une ville comme Donge, où il commence à y avoir de l'insécurité, dans Savenay, dis-tu. Oui, ça transite en plus. Il y a des HLM maintenant à Savenay, à côté de la gare, qui forment un peu un quartier sensible au cœur de Savenay. Dans d'autres villes, y compris des petites villes du département, une ville comme Châteaubriand, par exemple, il y a des foyers d'insécurité qui se développent, qui sont en grande partie dus aux vagues récentes d'immigration que nous n'avons jamais, nous, peuple français, nous n'avons jamais sollicité, nous n'avons jamais été consultés sur la politique migratoire que nous souhaitons. Il n'y a jamais eu un référendum, acceptez-vous la politique migratoire telle que décidée par le gouvernement, c'est-à-dire faire entrer, grosso modo, chaque année, 250 000 immigrés légaux, pour ne rien dire des clandestins. Nous avons assez peu idée du nombre d'ailleurs. Il n'y a jamais eu de référendum sur cette question, il n'y a jamais eu de consultation du peuple sur cette question. Le peuple n'a jamais décidé qu'il fallait accueillir des villes entières, parce que ce que nous accueillons chaque année, c'est l'équivalent chaque année de la ville de Rennes, de la ville de Bordeaux, presque de la ville de Nantes, qui rentrent en France sans que nous en ayons jamais décidé. Et je pense qu'une grande partie des Français, une grande partie des Montoirins, le 24 avril, se sont prononcés sur cette politique-là aussi, sur des enjeux comme le pouvoir d'achat, comme on disait en introduction, qui sont si mal défendus par la gauche d'ailleurs. Les enjeux du pouvoir d'achat, sont des enjeux comme les retraites, qui là aussi sont si mal défendus par la gauche et si mal traités par le gouvernement. Au moins le gouvernement est honnête dans sa malhonnêteté, c'est-à-dire qu'il dit on vous fera la retraite à 64, 65 ans. La gauche, elle promet de raser gratis avec la retraite à 60 ans, c'est infinançable, mais bon. Nous disons quelque chose de rationnel, c'est-à-dire financer notamment le maintien des retraites entre 60 et 62 ans par une diminution drastique des flux migratoires qui, chaque année, coûtent aux comptes sociaux entre 40 et 60 milliards d'euros par an. 40 à 60 milliards d'euros qui sont gaspillés en raison de l'immigration excessive que nous avons en France depuis ces dernières décennies et plus encore depuis ces dernières années. Et plus encore depuis ces années 2015-2016, nous avons eu un certain nombre de crises en Libye, en Syrie, en Irak, qui, on ne sait pas trop pourquoi, ont débouché sur l'arrivée d'immigrés dans notre pays. Il n'y avait pas tellement de raisons, pourtant il n'y avait pas tellement de raisons que des Syriens arrivent en France, si on est cohérent. Est-ce qu'il n'y a pas des pays du Golfe, des pays arabes amis, au Proche-Orient, au Moyen-Orient, qui pourraient accueillir ces populations, qui sont des pays musulmans, qui sont des pays arabophones, qui sont des pays qui, normalement, devraient accueillir ces populations. Il n'y a pas de raison il n'y a pas de raison que des millions de Syriens arrivent en Europe de l'Ouest. Chez nous, il y a des aides. Ils n'en ont pas là-bas. Comment? Chez nous, ils ont des aides. Chez nous, ils ont des aides, comme ils n'ont pas là-bas. Hein. Ils n'ont pas là-bas. Effectivement. Et ce faisant, ils viennent en France, en Italie, parce qu'ils ont des aides, comme tu le dis, un système de protection sociale, avec l'aide médicale d'État, s'ils sont très malades, l'aide médicale d'État qui nous coûte 1,5 milliard par an. Ils ont pour les mineurs, ce que l'on appelle les mineurs isolés, l'assistance des conseils départementaux, puisque ce sont les départements qui gèrent les mineurs isolés. L'an dernier, nous avons fait la campagne des élections départementales
en grande partie sur ce thème de l'accueil, de la prise en charge des mineurs isolés, qui ne sont pas toujours mineurs d'ailleurs, il y a des mineurs de 25-30 ans parfois. Bref, ils viennent effectivement parce qu'il y a des aides, parce qu'il y a un système de protection sociale bien plus généreux qu'il n'existe dans leur pays d'origine, parce qu'il y a éventuellement l'aide médicale d'État, parce qu'il y a la protection des mineurs isolés, parce qu'il y a tout un tas de mécanismes d'aide dont il n'y a pas forcément d'équivalent pour les Français. Il n'y a pas forcément la priorité, il n'y a pas tout court, il n'y a pas de priorité nationale en France. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de préférence pour les Français en France pour l'accès au logement, pour l'accès aux emplois, pour l'accès à la protection sociale et aux prestations sociales. Ça n'existe pas. Ça n'existe que dans le programme de Marine Le Pen, ça n'existe que dans le programme du Rassemblement national et depuis 50 ans dans celui du Front national. Nous sommes la seule force politique à avoir jamais proposé ces trois choses-là, ce triptyque, protection, préférence pour les Français, concernant les emplois, concernant la protection sociale, concernant le logement. C'est plutôt la préférence étrangère en ce moment, ce qui existe, et ce qui s'accentue. Et c'est d'ailleurs accentué, non seulement il y a un laisser-faire par l'État, mais c'est accentué dans les municipalités de gauche, comme nous avons à Saint-Nazaire, comme nous avons depuis 2017 à Trignac avec M. Hautfort, comme nous avons dans des villes comme Saint-Joachim qui sont communistes. C'est accentué par le réseau associatif de ces associations dont on nous rabat les oreilles, qui ont très peu d'adhérents généralement, mais qui ont beaucoup d'argent à vos impôts, beaucoup d'argent public, les SOS Racisme, le mouvement d'amitié, le MRAP, la Ligue des droits de l'homme et des citoyens. Cette préférence étrangère, elle est en plus accentuée par ce réseau associatif qui donne des moyens, qui donne de l'argent, qui donne des soupes populaires, sans cochon d'ailleurs, des soupes populaires, et qui donne des locaux et qui héberge à la place parfois de sans-abri français qui ont des difficultés pour avoir un abri, notamment lorsqu'il fait très froid l'hiver. Et aujourd'hui, un abri, en plus, ils ne peuvent même pas garder. Ils ne peuvent même pas garder. Et par contre, là, il n'y a pas d'aide. Comment ? Et là, par contre, il n'y a pas d'aide. Ouais. Les gens qui ont des petits moyens, voilà. Et surtout dehors, il n'y a pas d'aide comme eux, non. Eux, ils ont tout. Régulièrement, il y a dans les journaux un tel homme mort sur un banc, mort sous un porche. C'est des choses qu'on voit régulièrement, qui sont dans les pages faits divers de l'Écho de la Presqu'île ou de Ouest France ou de Presse Océan. Bon, on voit généralement beaucoup moins d'articles équivalents pour des étrangers. Ça arrive bien sûr, tristement, mais ça arrive quand même beaucoup moins parce que les étrangers, quand ils arrivent en France, sont non seulement immédiatement pris en charge par l'État, surtout s'ils sont dans des situations de maladie, là il y a l'aide médicale d'État, financée par vos impôts, mais il y a aussi tout un réseau d'associations, parfois y compris d'associations religieuses, protestantes notamment, catholiques un peu catholiques de gauche, qui prennent en charge ces populations pour qu'elles soient immédiatement prioritaires, qu'elles soient prioritaires sur les Français, qu'il y ait une priorité nationale inversée, qu'il y ait une priorité étrangère. Un des axes que je défendrai dans cette campagne législative, localement, mais ça n'est pas très original, les 570 autres candidats RN feront la même chose. Un des axes que je défendrai dans cette campagne, comme il y a 5 ans, c'est la priorité nationale pour les emplois, pour le logement, pour la protection sociale et les prestations sociales. La priorité nationale pour les emplois, ça vaut par exemple concernant les emplois industriels, avec cette sempiternelle question du travail détaché, qui n'est toujours pas réglée. Monsieur Macron, quand il a été élu il y a 5 ans, oui c'est ça, a promis qu'il y aurait une réforme de la directive de travail détaché, de cette directive Bolkestein, qui permet le travail détaché des ouvriers d'Europe centrale et orientale, qui viennent sur nos sites industriels, qui viennent au chantier naval de Saint-Nazaire, par exemple, et qui prennent une partie des emplois des nationaux sans financer par leur cotisation sociale le système de protection sociale français. C'est-à-dire que c'est double peine. Ils prennent une partie de nos emplois, ils ne financent pas notre système de protection sociale. Monsieur Macron avait promis une réforme de ce système, Bolkestein.
de cette directive du travail détaché, ce plombier polonais, si vous vous rappelez l'expression. C'est une expression qu'on avait beaucoup entendue quand il y a eu le référendum en 2005. La peur du plombier polonais, de ce travailleur industriel qui viendrait concurrencer, qui viendrait casser les salaires des nationaux et nuire à notre système de protection sociale. M. Macron a promis la réforme de cette directive. Il n'a rien réformé du tout. Marine Le Pen, elle, a promis plus qu'une réforme. Elle a promis que si elle était élue présidente de la République, il y aurait une abrogation pure et simple de la directive travail détaché. C'est un des sujets que nous porterons en tant que députés. C'est un des sujets que je porterai si je suis élu à l'Assemblée nationale. La possibilité qu'il y ait une abrogation de la directive travail détaché. Ce sont des sujets qu'on portera dans le cadre d'amendements, par exemple, pour aller très au-delà de la réforme promise par M. Macron et qu'il n'a finalement jamais réalisée. Ça fait partie des sujets que nous défendrons concernant notre vision de la priorité nationale, concernant la priorité nationale dans l'emploi. Et encore une fois, nous sommes les seuls candidats à faire cela. La candidate macroniste, le candidat insoumis, les candidats socialistes ne proposent rien d'autre que de laisser faire. Ils ne parlent pas d'immigration, ils ne parlent pas de sécurité, en disant que ce ne sont pas des enjeux d'une élection législative. Et la sécurité, elle est là. Elle est là, effectivement. Et elle est là, et presque tout le monde la ressent. Et puis tout le monde l'observe de toute manière. Pas forcément besoin de ressentir pour observer. Moi, personnellement, j'ai jamais été agressé, mais j'observais, quand je vivais encore près de la mairie, qu'à certaines heures, certains publics étranges, là, les rues n'étaient pas désertes, hein, pour le coup. On dit Saint-Nazaire le soir, c'est désert, mais il y a certaines rues, à côté de là où j'habitais, rue de la République Nord, en allant vers la mairie, place des droits de l'homme, où ça n'était pas désert du tout. Hein. Et il y avait certains trafics que la mairie fait semblant que la mairie socialiste, c'est pas une élection municipale, mais je parle quand même un peu de la mairie, que la mairie faisait semblant de découvrir. Alors ça n'est pas parce que c'est un sujet local, nazérien, qu'on ne parlera pas de ce type de sujets qui sont liés à la sécurité, qui sont liés au trafic de drogue, qui sont liés à l'immigration dans cette élection législative. Les autres candidats veulent enfermer cette campagne dans des sujets nationaux. Nous parlerons des sujets qui concrètement intéressent les habitants des 13 communes de cette circonscription. À Cambon, lorsque nous irons à Cambon, nous parlerons de l'avenir de l'usine Candia, groupe Sodial, où 130 ouvriers sont promis à un licenciement, donc à une mort économique, peut-être dès 2023. Nous porterons la question d'une reprise temporaire de l'usine laitière de Cambon avec le soutien des collectivités locales ou le soutien de l'État. C'est une question que nous avons déjà portée au Conseil régional il y a quelques semaines, le fait que la région des Pays de la Loire, le fait que la présidente du Conseil régional des Pays de la Loire, Mme Morancet, au lieu de se préoccuper si elle va être le Premier ministre de M. Macron, s'occupe un peu des ouvriers de Candia Sodial et leur propose une aide de la région, une aide de la collectivité régionale pour que leur usine reste à flot. C'est un des sujets que nous proposerons dans cette campagne, tout comme nous parlerons, par exemple, d'un sujet comme l'avenir de la raffinerie de Donge, dont les Verts, ici localement, nous dit que cet avenir, c'est un démantèlement pur et simple de la raffinerie de Donge. C'est un sujet qu'on parlera pour la législative dans la 6e circonscription. Dans la 6e, non, mais on parlera d'autres fermetures. Dans la 6e, il y a Cambon. Cambon, c'est la frontière entre c'est la 8e en réalité, mais ça touche la 6e aussi. Hein, tout ça, c'est. Mais dans la 6e, on parlera d'autres fermetures. Et globalement, de la désertification des services publics, le fait qu'il y ait des fermetures de guichets ferroviaires, des fermetures d'agences postales, des choses comme ça. Non seulement il y a des usines qui ferment, mais des services publics qui ferment aussi. Alors pour le coup, les services publics, c'est un peu partout. Y compris ce qu'on défendait l'année dernière par rapport aux migrants qui devaient être hébergés, ça a été fait là. À Cambon. Ouais. Je crois que c'était prévu pour octobre 2021, c'est-à-dire octobre dernier finalement. Ils ont dû arriver. Hein. Ils ont dû arriver.
plusieurs dizaines, je crois. Hein. Ils font plus de 50, hein. Plus de 50, ouais. J'ai mes parents qui habitent là-bas. Ah oui, ils les ont vus. Même moi, j'en vois quand j'étais là-bas. Qu'est-ce que je disais oui, c'est des sujets qu'on défendra. La désertification des services publics, ça concerne tous les territoires. Hein. Énormément la 6e, puisque c'est la circonscription la plus rurale. Mais si vous allez dans une ville comme Donge, qui n'est pas... il y a des villes plus pauvres que Donge, plus isolées que Donge, etc. Bon, vous avez quand même à la poste de Donge, en ce moment, une réduction des horaires d'ouverture. Vous avez, en 2022, par rapport à 2021, la poste de Donge est ouverte 11 heures en moins chaque semaine, par exemple. Et Cambon, c'est pareil. Une ville comme Ancenis, c'est pareil aussi. Et donc, il y a une poste qui a fermé. Non, c'est pas Ancenis, c'est une commune à côté d'Ancenis dont j'ai oublié le nom. Et les gens doivent aller à 7 km de là, à Ancenis, justement. C'est plus la commune d'origine. Régulièrement, comme ça, vous avez l'annonce de fermeture, de réduction, d'horaires, de postes. Il y a 3 ans de cela, même à Saint-Nazaire, la poste de Villeport, par exemple, a réduit considérablement ses horaires d'ouverture, elle a pratiquement fermé. À Donge, 11 heures d'ouverture en moins, fermeture chaque lundi. La désertification des zones rurales, le manque de services publics, le manque de médecins, le manque de transport collectif, le manque d'agences postales, la rationalisation du réseau ferroviaire, qui revient souvent à une fermeture des petites gares, à une politique de métropolisation ferroviaire, c'est-à-dire tout concentrer sur les métropoles. Bref, ce sont des sujets dont on parlera dans cette campagne législative et les campagnes qui viendront, parce que je pense que les problèmes ne vont pas se régler dans les années qui viennent, surtout que M. Macron ne va pas régler les problèmes, en réalité. Nous parlerons de sujets comme Candia, Sodia, la Cambon, comme Donge, comme la raffinerie de Donge, dont les Verts nous expliquent en ce moment qu'elle doit, enfin depuis 2-3 ans, ils nous expliquent qu'elle doit fermer cette raffinerie. Lorsque vous écoutez les interventions d'une personne comme Mme Trichet-Allaire, qui était encore il y a quelques jours candidate écologiste à la députation ici, lorsque vous l'écoutez au Conseil communautaire, à la Carène, en 2018-2019, elle faisait des interventions demandant une fin de la raffinerie de Donge, parce que trop polluante, parce que ne participant pas assez à la transition énergétique et écologique, parce que tout ça c'est des combustibles fossiles, etc., que c'est l'ancien monde. Il y a des archives qui existent, il y a des interventions qui existent, et même des échanges qui ont existé entre cette personne et le président de la Carène, qui n'est pas notre ami, qui est M. Samzin, mais qui tout de même, lui, avait un discours rationnel, c'est-à-dire non, on va pas fermer la centrale on va pas fermer la raffinerie de Donge, on va éventuellement la verdir, faire en sorte qu'elle pollue moins, qu'elle participe un peu plus à la transition énergétique et écologique. Mais on ne va pas faire comme le font les Verts et un certain nombre de gauches hystériques, dont les insoumis ne sont pas loin. On ne va pas démanteler cette raffinerie comme si les Verts étaient au pouvoir demain, on démantèlerait les centrales nucléaires, au lieu de faire le grand carénage, d'augmenter leur durée de vie, de faire des réacteurs de 4e génération, EPR, de construire des petits réacteurs modulaires. On ne va pas défendre, nous, RN, ne va pas défendre dans cette campagne législative, ici localement à Donge et au niveau national, une politique de décroissance industrielle. Il ne s'agit pas de faire des choses polluantes, il ne s'agit pas de n'avoir que des industries gigantesques. Nous sommes contre un certain nombre nous sommes contre un certain nombre de projets gigantesques. L'éolien, il faut l'arrêter. L'éolien, par exemple. Ah, j'avais pas pensé à l'éolien. Mais oui, l'éolien, effectivement, l'éolien offshore, ici au large de Saint-Nazaire, au large de Guérande, au large des Côtes-d'Armor, par ailleurs, enfin un peu partout. Ce sont des choses qu'il faut arrêter. Il faut également arrêter, avec un moratoire, l'éolien terrestre. Et on a, même de l'autre côté de l'eau, à Corpouet-sur-Logne, par exemple, on a un projet le savez-vous, de méthaniseur géant, qui est désapprouvé même par le conseil départemental, qui est typique du genre de gros projets industriels qui sont des fausses bonnes idées. Donc on n'est pas pour forcément le développement de très grandes industries, et bien sûr quand elles sont polluantes. Mais sur un sujet comme la raffinerie de Donge, il est important d'avoir une parole rationnelle, équilibrée, et le fait de dire, comme le font les Verts en ce moment, on va démanteler assez rapidement cette raffinerie, c'est un non-sens selon nous, et c'est une des choses que nous combattrons dans cette campagne législative, en parlant d'un certain nombre de vrais enjeux. Voilà.
vais pas développer plus longtemps, j'ai déjà assez longtemps parlé, on n'est pas non plus des dizaines, hein. Mais ça vous donne quelques axes de cette campagne que nous allons mener avec des réunions de proximité dans les différentes communes de la circonscription, les principales communes. Nous serons jeudi soir prochain, le 12 mai, à Trignac, salle Martin Luther King, quartier de Berre, route des Ormeaux. On avait fait une petite réunion d'ailleurs il y a en 2016 dans cette salle-là. Ça fait depuis 2017 qu'on n'a pas fait de réunion à Trignac. On va essayer de reprendre le pouls en revenant dans cette ville, comme on revient ici à Montoire aujourd'hui et dans d'autres villes demain. Donc naturellement, vous êtes bienvenus à cette réunion. Et puis, si vous avez éventuellement des questions, des remarques, des choses à discuter sur différents sujets de la campagne, n'hésitez pas. Et puis encore une fois, merci pour votre venue. Voilà, ce sont des petites réunions assez intimistes que nous faisons maintenant. J'aimerais que nous soyons un peu plus nombreux, mais c'est comme ça. Mais à la fin, encore une fois, ça fait toujours... Il n'y a pas de corrélation entre... Il n'y a pas de lien, si vous voulez, mécanique entre la participation à une réunion publique, le fait qu'il n'y ait ou pas des affiches qui soient collées, même si ça fait plaisir de voir des affiches quand même quand on passe en voiture sur le périph' ou autre, sur la voie rapide. Il n'y a pas forcément de lien entre ça et les scores à la fin. On connaît des candidats qui ont fait des meetings géants à 7000 ou 8000, je vais dire spectateurs, oui, parce que c'est un spectacle finalement. Je ne sais pas comment on dit, 7000 ou 8000 participants, qui ont fait 7000 participants pour 7% à la fin. Voilà. Alors, nous avons fait des meetings de proximité avec entre 800 et 1500 personnes, plutôt 3000 à la fin, mais allez, on va dire 2000. On a fait des meetings de proximité à 2000 personnes. On a fait, c'est Marine qui a fait. Marine Le Pen a fait des meetings à Avignon, à côté de Lens, dans la Gironde rurale. Elle a fait un meeting à Perpignan, à Reims, oui, effectivement, comme le souligne Ted, pour le lancement de sa campagne le 5 février dernier. Elle a fait un certain nombre de petits meetings comme ça. Elle est allée aussi dans la Vienne, où peu d'hommes politiques viennent, où peu d'hommes politiques font le déplacement. D'habitude, Marine Le Pen, comme ça, a fait une campagne dans des chefs-lieux de canton, dans des villes moyennes, qui sont quand même les villes qui souffrent le plus de la politique d'Emmanuel Macron et où elle a eu un accueil qui est un accueil très bon des Français. Parce que les Français ont bien perçu qu'elle faisait une campagne qui n'était pas une campagne clinquante, qui n'était pas une campagne bling-bling, qui était une campagne de proximité, d'écoute des Français, où elle s'imprégnait des doléances, des critiques éventuellement, des remarques des Français sur tout un tas de sujets qui concernent leur vie quotidienne, encore une fois, pour reprendre ce que je disais en introduction, leur vie quotidienne, le coût de la vie, le coût de l'essence, le coût de l'électricité, l'insécurité qui menace dans tous les quartiers, qui fait que les Français ne savent pas si demain leurs enfants vivront mieux qu'eux, si leurs enfants seront en sécurité à la sortie de l'école, etc., etc., etc. Tout un tas de sujets qu'on peut croire un peu banaux, un petit peu sans grand intérêt, mais qui finalement sont véritablement la politique du réel. Marine Le Pen a fait cette campagne de proximité dont nous lui sommes très reconnaissants. C'est en grande partie pour cela qu'elle a eu 13 millions de voix. Et c'est, je pense, la campagne de proximité que mèneront à leur échelle les candidats du Rassemblement national aux élections législatives. Et voilà, donc, suite de notre campagne avec une réunion publique le 12 mai prochain. Les premières affiches qui vont arriver, les premières affiches de cette campagne, ça c'est une ancienne affiche, les premiers tracts, et voilà, comme nous allons poursuivre notre campagne.